remercie Philippe de toute façon parce que il nous avait expliqué qu'il faisait des conférences comme ça. On lui a proposé de venir nous faire une conférence. Parce que, vous voyez, à la Libre Pensée, on aime bien travailler avec d'autres personnes, avec d'autres associations. On n'aime pas la consanguinité ni l'entre-soi, vous voyez. Donc, à toi, Philippe. Merci, merci Marie. Je vais me présenter d'abord, alors que Marc a commencé à en parler. Effectivement, je donne des conférences depuis le début des années 2000, depuis 2005 à peu près, sur divers sujets d'histoire, histoire politique et sociale, histoire de la pensée, qui sont un peu des passions. Par ailleurs, je pratique la lecture publique. J'ai beaucoup lu au Bleuet, j'ai beaucoup lu dans beaucoup d'endroits différents. Et depuis quelques mois, je travaille avec des musiciens pour des lectures concertantes. Et par ailleurs, enfin, j'ai créé avec quelques amis assez récemment, puisque nous avons débuté en janvier de l'année dernière, 2022, une petite université populaire de Lure qui se réunit pour l'instant en gros depuis Simiane à l'ouest jusqu'à l'Hospitalet à l'est, bientôt à Lardier et peut-être pourquoi pas à Cruis si vous nous y recevez, ou à Montlot. Le territoire de la petite université populaire de Lure étant précisément le piémont sud de la montagne de Lure. Et nous travaillons en partenariat et en amitié avec l'Université populaire de Forcalquier et Graines de Savoie, qui eux existent depuis beaucoup plus longtemps que nous. Alors la conférence d'aujourd'hui, dès qu'il me soit permis de la dédier à mon excellent ami Norbert Meller, qui est un pilier de la libre pensée de l'Ariège, l'actuel maire de Foix, la ville de Foix, la préfecture de l'Ariège, à qui je dois en quelque sorte ma carrière de conférencier, puisqu'il est le premier à m'avoir sollicité pour donner des conférences publiques, alors que nous occupions 2 bureaux voisins à l'inspection académique de Foix précisément. Et j'avais été invité à parler de cet immense personnage qui m'est très cher, Louise Michel. En janvier 2005, c'était pour le centenaire de son décès, puisqu'elle est morte en 1905, comme vous le savez. Et depuis, donc, je n'ai cessé d'intervenir un petit peu partout en France, dans des universités populaires, mais dans d'autres cadres, dans le cadre aussi de libre pensée départementale, sur donc divers sujets, comme je disais tout à l'heure, d'histoire politique et sociale ou d'histoire de la pensée. Donc un grand merci à Norbert. Alors le chevalier de la Barre, une victime de l'intolérance, de l'obscurantisme et du fanatisme religieux, c'est un petit peu les formules toutes faites. Et c'est donc pour vous, libre pensée des Alpes de Haute-Provence et sympathisants, que je la donne aujourd'hui. Alors première partie, il va y avoir plusieurs chapitres. Les faits, puisqu'il y a des faits. Le 6 août 1765, donc voilà 258 ans de cela, à Abbeville, dans l'ancien comté de Ponthieu, aujourd'hui le département de la Somme, en Picardie, on découvre que le crucifix en bois érigé sur le pont a été entaillé à plusieurs endroits, avec une hache ou une épée, et celui du cimetière a été barbouillé d'excréments. Une enquête est menée et elle n'aboutit pas, on ne trouve pas les responsables, mais cette enquête permet de recueillir des dénonciations contre plusieurs jeunes gens de la bonne société. Il est dit qu'ils auraient chanté des chansons licencieuses, mettant en scène la Vierge Marie et Marie-Madeleine, et ils auraient, le jour de la fête Dieu, traversé la procession sans s'agenouiller ni se découvrir. On utilise le conditionnel volontairement, puisque ce ne sont que des dénonciations. Absolument jamais, à aucun moment,
ne seront fournis de preuves. 5 jeunes gens de 16 à 22 ans sont aussitôt arrêtés. Pierre Douville de Maillefeu, le fils de l'ancien maire, Gaillard d'Étalonde de Boincourt, le fils du 2e président de la Cour des Aides, De Saveuse de Belleval, le fils du lieutenant de l'élection Duméniel de Belleval, Moinel, son pupille, orphelin qui était gendarme de la garde du roi, et le jeune François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre. Alors c'est essentiellement de lui qu'il va être question aujourd'hui, ses camarades soit s'étant enfuis, comme Gaillard d'Étalonde, qui part d'abord en Hollande, puis qui se réfugie à Ferney, auprès de Voltaire, soit ils ont été relâchés suite à la pression de leur famille. Comme vous avez pu l'entendre, c'était des enfants de grandes familles. Né en septembre 1745, François-Jean n'a donc pas encore 20 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Puisque ça se passe, je vous le rappelle, en juillet. Pardon, en août, le 6 août. Orphelin depuis l'âge de 17 ans, il a été recueilli par une cousine germaine plus âgée que lui, Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Notre-Dame de Villancourt, chez qui il vivait. Condamné à mort en février 1766, il fait appel, mais en juin de la même année 1766, le Parlement de Paris confirme la sentence d'Abbeville. Le chevalier de la Barre est convaincu, là je cite, premièrement d'avoir, par impiété et 2 propos délibérés, passé le jour de la fête-Dieu dernière à 25 pas du Saint-Sacrement, sans ôter son chapeau qu'il avait sur sa tête et sans se mettre à genoux. Deuxièmement, d'avoir proféré des blasphèmes énormes et exécrables contre Dieu, la Sainte Eucharistie, la Sainte Vierge et les commandements de Dieu et de l'Église. Troisièmement, d'avoir chanté 2 chansons impies, remplies de blasphèmes les plus énormes et abominables. Quatrièmement, d'avoir rendu des marques de respect à des livres infâmes, dits philosophiques, au nombre desquels se trouvait le dictionnaire philosophique portatif du sieur Arouet de Voltaire, qu'il avait placé sur une planche dans sa chambre, et devant lesquels il passait en disant qu'on devait respect à ces livres plus qu'au très saint tabernacle. Cinquièmement, d'avoir profané le signe de la croix en faisant ce signe par dérision, avec accompagnement de mots moqueurs et impies. Sixièmement, d'avoir profané le mystère de la consécration du vin s'en étant moqué en prononçant à voix demi-basse dessus un verre de vin qu'il tenait à la main des termes impurs et ayant ensuite bu le vin. Septièmement, d'avoir profané les bénédictions en usage dans l'Église en faisant des croix et bénédictions moqueuses sur un poulet rôti dans une auberge, avec celle circonstance aggravante qu'il commettait cette abominable profanation un jour de vendredi. Et huitièmement, d'avoir enfin proposé au nommé Pérignot de lui servir la messe, qu'il imitait par moquerie impie, et d'avoir simulé de bénir des burettes en prononçant des paroles impures. Pour réparation de quoi il est condamné, et là je cite encore, à faire amende honorable devant l'église collégiale de Saint-Vulfranc à Abbeville, où il sera conduit par l'exécuteur de la haute justice, et là, à genoux, nu-tête et nu-pied, ayant la corde au cou, écriteau devant et derrière, portant impie, blasphémateur et sacrilège abominable et exécrable, et tendant en ses mains une torche de cire ardente du poids de 2 livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix qu'il se repent de ses crimes et on demande pardon à Dieu, au roi et à la justice, et audit lieu d'avoir la langue arrachée. Cela fait être conduit dans un tombereau à la place publique du grand marché de la ville pour, sur un échafaud qui y sera dressé, avoir la tête tranchée et son corps ensuite jeté avec sa tête au feu dans un bûcher ardent afin d'y être brûlé avec l'exemplaire saisi du dictionnaire philosophique et les cendres jetées au vent.
Alors le 1er juillet 1766, après un dernier interrogatoire sous forme de supplice, celui qu'on appelait de la question ordinaire et extraordinaire, dont Voltaire dit qu'elle a été appliquée pour savoir combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur la tête. Et donc après cela, la sentence est exécutée, à l'exception peut-être, selon certaines sources, de l'arrachage de la langue. Alors sur ce médaillon, qui est gravé en dessous de la statue du chevalier située à Montmartre, non loin du Sacré-Cœur, alors vous verrez qu'il y a 2 statues, on en parlera tout à l'heure, et donc cette inscription est écrite dans les 2 statues. Vous aurez constaté une petite erreur. Si le jeune François-Jean de la Barre avait bien 19 ans lors des fêtes qui lui sont reprochées, il n'a été exécuté que 11 mois plus tard, à l'âge donc de 20 ans. Il aurait eu 21 ans 2 mois plus tard, puisqu'il est exécuté le 1er juillet et il est né en septembre. Cette condamnation pour impiété et blasphème est heureusement la dernière prononcée en France. Mais pourquoi donc une telle sévérité? Pourquoi faire souffrir et faire mourir un homme, et si jeune, pour des faits qui nous semblent à nous aujourd'hui essentiellement symboliques? Alors, pour tenter de comprendre, il va nous falloir évoquer rapidement les contextes historiques. Et tout d'abord, le contexte national. Alors, en 1765, nous sommes sous le règne de Louis XV, qui a 55 ans, qui règne depuis 42 ans. Il lui reste moins de 10 ans à vivre, mais il ne le sait pas, puisqu'il s'éteindra en 1774. Surnommé le bien-aimé lorsqu'il a été sacré à 13 ans, il est en fait devenu rapidement très impopulaire. Le roi, uniquement préoccupé de ses plaisirs, devient de plus en plus incapable d'affaires sérieuses. Il ne peut pas en entendre parler. Il renvoie tout à ses ministres, témoigne un président du Parlement de Paris. Alors depuis les années 1730, toujours pour continuer d'expliquer le contexte national, nous sommes en pleine fronde des parlements, ces institutions d'abord essentiellement juridiques, qui, sous l'influence du Parlement anglais et du système britannique de monarchie constitutionnelle, tend à se préoccuper de plus en plus de politique et de gestion publique. Les parlements, la France en comptait 13, répartis dans tout le royaume, remplissaient une triple fonction. De police générale, dite police des corporations, donc les métiers. Deuxièmement, une fonction judiciaire, ils étaient une instance d'appel. Et troisièmement, une fonction législative, car les ordonnances, pour que les ordonnances royales deviennent pleinement légitimes, il était nécessaire qu'elles soient enregistrées par le Parlement. Et cette fonction législative pouvait aller jusqu'à adresser au roi des lettres de remontrance, si ces ordonnances leur paraissaient injustifiées. Par ailleurs, à cette époque, donc outre ces problèmes politiques, entre ces puissances politiques, ces pouvoirs différents, politique et religion sont trop étroitement liés pour que l'on puisse les distinguer vraiment. On est alors en pleine guerre sur le plan religieux entre d'une part les catholiques ultramontains, donc obéissant fidèlement au pape de Rome, donc de l'autre côté des montagnes, ultramontains, et les gallicans de la Gaule, pour lesquels le pape ne saurait posséder qu'un pouvoir spirituel et n'aurait pas à intervenir dans les affaires politiques de la France ni des autres pays. Et d'autre part, un autre conflit interne au catholicisme entre les jansénistes et les jésuites. Alors, je ne suis pas trop versé en théologie, je ne risquerai donc pas de faire un cours sur ces luttes intestines de l'Église catholique romaine, mais en gros, tout au long de ces XVIIe et XVIIIe siècles, ces deux tendances, jansénistes et jésuites, vont se livrer une guerre sans merci, qui aboutira en 1763 à 1764, donc juste avant les événements qui nous intéressent, au bannissement de la confrérie jésuite de France.
Or, dans la lutte politique entre les parlements et le pouvoir royal, les jansénistes jouent également un rôle très important. Ils sont très influents, notamment au Parlement de Paris, donc, qui a condamné en appel le chevalier, vous vous en souvenez. Il constitue un contre-pouvoir tentant de contrebalancer celui d'un roi qu'il juge trop libertin et pas assez dévot. Et ce n'est donc pas un hasard si le jugement du présidial d'Abbeville est confirmé en appel par le Parlement de Paris, et surtout s'y a été ajoutée cette décision de brûler en même temps que le corps du supplicié l'exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire qui avait été trouvé au domicile du jeune condamné. Ainsi que l'écrit le conservateur général du patrimoine Bruno Ricard, cette saisie, je cite, transforma des irrévérences de jeunesse en une affaire politique et réduisit à l'impuissance les soutiens de la barre, qui échouèrent à le sauver dans une période de raidissement du Parlement de Paris et du roi face au progrès des idées nouvelles. Et dans la plaidoirie de l'avocat général Pasquier, on trouve ces phrases bien symptomatiques, je cite à nouveau. « Il s'est élevé au milieu de nous une secte impie et audacieuse. Elle a décoré sa fausse sagesse du nom de philosophie. Sous ce titre imposant, elle a prétendu posséder toutes les connaissances. Ses partisans se sont élevés en précepteurs du genre humain. Liberté de penser, voilà leur cri. Et ce cri s'est fait entendre d'une extrémité du monde à l'autre. D'une main, ils ont tenté d'ébranler le trône, de l'autre, ils ont voulu renverser les autels. Leur objet était d'éteindre la croyance, de faire prendre un autre cours aux esprits sur les institutions religieuses et civiles, et la révolution s'est pour ainsi dire opérée. Les prosélytes se sont multipliés, leurs maximes se sont répandues, les royaumes ont senti chanceler leurs antiques fondements. Alors Voltaire, et on va le voir apparaître tout à l'heure, a très bien compris que ce procès était en fait le prétexte à un procès contre lui et ses collègues philosophes, les encyclopédistes, Diderot, d'Alembert, haïs par l'Église. Vous avez relevé tout à l'heure dans le discours de Pasquier qu'il disait « Sous ce titre imposant de philosophe, elle a prétendu posséder toutes les connaissances. » Donc là, c'est l'encyclopédie qui est attaquée très clairement. D'une main, ils ont tenté d'ébranler le trône, de l'autre, ils ont voulu renverser les autels. On sent là aussi la connivence, l'étroite connivence entre l'Église et l'État. D'autres contextes à évoquer pour comprendre cette triste, déplorable histoire, c'est le contexte local. À Abbeville, donc où vivait le jeune chevalier, comme partout, l'élite est divisée, partagée en plusieurs factions suivant les intérêts économiques. Alors les corporations d'artisans du textile traditionnel d'Abbeville, qui est une ville du textile, d'un côté défendue par l'ancien maire d'Ouville de Maillefeu, et d'autre part, la manufacture de draps créée par la famille néerlandaise Van Robet, qui entre parenthèses en tant que néerlandais était d'origine protestante, soutenue par le nouveau maire Nicolas Pierre Duval de Soicourt. Les jeunes accusés, on l'a entendu au début, viennent de cette grosse bourgeoisie d'affaires. Le fait que ce maire nouveau, qui exerce également les fonctions locales de police et de justice, donc qui est doté d'un pouvoir local très étendu, soit un ami du procureur général du roi au Parlement de Paris, Omer Joly de Fleury, n'est bien sûr pas pour rien dans les suites juridiques de l'affaire de la Barre. Ainsi que l'écrit Elisabeth Claverie, on aura à entendre encore plus tard dans la conférence, parce que je me suis beaucoup servi de son travail. Je cite, « Accusés et accusateurs du procès du chevalier sont tous membres du monde des élites de la ville. Que le maire et juge local du chevalier et de ses co-accusés ait décidé de poursuivre judiciairement les fils de ses propres collègues, nobles du tribunal,
à côté desquels il siégeait depuis 20 ans, nous permet de réfléchir sur la vision et l'imaginaire politique de ce notable urbain non noble. Il se dit en outre que le lieutenant du tribunal fiscal d'Abbeville, Duménel de Belleval, qui avait échoué à obtenir les faveurs de la cousine du chevalier de la Barre, Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Villancourt, et tutrice du jeune homme, et que, fâché de se voir éconduit, il se serait ainsi vengé sur le jeune chevalier. Ce qu'on voit là en photo, c'est l'abbaye de Villecourt, aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il semble donc bien qu'un faisceau de circonstances malheureuses se soit concentré autour de ce pauvre François Jean, mort dans d'atroces souffrances, comme on a pu l'entendre, pour rien, en faisant ainsi un martyr de l'intolérance, du fanatisme religieux et de l'obscurantisme. Quatrième chapitre que je vous propose d'ouvrir à présent, les réactions. Et c'est là que va apparaître Voltaire, qu'on voit ici à l'âge de 70 ans, c'est-à-dire à une date contemporaine des faits dont il est question aujourd'hui. En 1766, il a 72 ans. Donc Voltaire, à ce moment-là, est en Suisse, il est malade, et il a déjà pris fait et cause pour 2 familles protestantes victimes de l'intolérance religieuse. D'abord celle du Toulousain Jean Calas, en 1762, et celle à Castres de Pierre-Paul Sirvin, en 1764. Au moment du second procès, en juin 1766, le second procès du chevalier, bien sûr, il est toujours occupé par cette dernière affaire, l'affaire Sirvin. Ayant des informateurs bien placés à Paris et en Picardie, il compose aussitôt, et sous un pseudonyme, depuis la Suisse, un exposé détaillé de la nouvelle affaire, la relation de la mort du chevalier de la Barre, qui sera publié le 15 juillet 1766, c'est-à-dire à peine 2 semaines après l'exécution. Une véritable enquête où il dit sa colère de n'avoir pu sauver le jeune homme. Ce sang innocent crie, et moi je crierai aussi, et je crierai jusqu'à ma mort, écrit-il. Dénonçant l'arbitraire du jugement, puisque l'accusation repose sur des témoignages peu fiables, des dénonciations, et d'autre part sur la torture, il démontre qu'il s'agit tout au plus d'un délit d'opinion. Cette prise de position publique, cet engagement d'un intellectuel, un philosophe, dans l'actualité sociale, est un phénomène neuf. Ni le pouvoir politique, ni l'Église n'y sont habitués. Et ainsi que l'écrit Élisabeth Claverie, je cite, « Choisir d'attaquer la validité de la notion de blasphème, c'était attaquer le cœur politique du système. C'était un pas vers l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. » Elle insiste, « Il revient donc à Voltaire, prenant appui sur les procès Calas et Labarre, d'avoir inventé l'affaire en tant que forme politique. C'est à lui qu'il revient d'avoir conçu ce triptyque moderne, aujourd'hui si banal, notamment dans l'appareil polémique de la gauche, la transformation d'un procès en affaire et d'une affaire en cause. On peut dire qu'il fut, Voltaire, en ce sens, l'inventeur de l'affaire Dreyfus. Un bel anachronisme volontaire. Ce qui lui permet de saluer, là, toujours Élisabeth Claverie, un trait de génie politique. Il traitait l'ennemi avec ses propres armes, et le combat sur le mode du procès était immédiatement identifiable par tous. Et en outre, Voltaire construit ainsi, de façon réflexive et maîtrisée, l'indignation comme genre politique. Excusez-moi. Revenons à notre pauvre chevalier. L'intervention, là c'est toujours Voltaire, l'intervention voltairienne provoque un revirement de l'opinion. Le juge d'Abbeville, donc le maire du Val de Soicourt, dont on a parlé, est révoqué. Les co-inculpés du chevalier sont acquittés.
Dans les années suivantes, le dictionnaire philosophique portatif, retitré Questions sur l'encyclopédie, sera enrichi de l'article Torture, dans lequel Voltaire évoque l'affaire. Entre parenthèses, au passage, ce dictionnaire philosophique portatif doit beaucoup à un philosophe qui a précédé Voltaire, mais dont Voltaire parle très peu, mais il s'est beaucoup servi de son travail. C'était Pierre Bayle, dont je pourrais vous parler peut-être une autre fois. Pierre Bayle, qui est l'auteur de ce slogan « Douter, chercher, comprendre », qui a été à une époque le slogan, qu'il est toujours peut-être, le slogan de la libre pensée. Bien, c'est dû à Bayle, et Bayle, donc, qui avait écrit le Dictionnaire historique et critique, qui est un truc énorme, qui fait quatre gros volumes. Voltaire s'en est beaucoup servi pour son dictionnaire philosophique portatif. Portatif parce qu'on pouvait le mettre dans la poche. Donc Voltaire est aussi l'inventeur du livre de poche. Un autre défenseur de Labarre, Simon Nicolas Henri Linguet, qui se présente lui-même comme philosophe observateur, va intervenir non pas en tant qu'avocat, parce qu'il ne le deviendra que par la suite, et puis sous l'Ancien Régime, de toute façon, le Code de procédure pénale n'accorde pas le droit à la défense pour les affaires criminelles. Or, le chevalier était considéré comme un criminel. S'il échoue à sauver Labarre, lors de cette défense, le Parlement ne l'autorisant pas à intervenir, ni même à publier sa défense, il parviendra quand même à défendre ses co-inculpés en montrant que le juge Duval de Soicourt, engagé dans des règlements de compte personnels, on l'a vu tout à l'heure, est très loin d'être impartial et qu'il use de sa situation professionnelle pour mener une entreprise de vengeance privée. Grâce à son intervention, donc, les autres inculpés sont mis hors de cause par un nouveau jugement, par de nouveaux juges. Dans ce même mémoire, Linguet va développer une idée toute nouvelle. Il pose la question de savoir si un crucifix ou tout autre objet religieux a sa place dans l'espace public. Il estime qu'il devrait être installé à l'intérieur de l'Église afin de laisser à chacun la liberté de le vénérer ou non. Et pour lui, l'imposition à tous des symboles religieux de quelques-uns s'oppose à l'édification de la tolérance civile. On se doute bien que la hiérarchie catholique ne va pas l'entendre de cette oreille. Il est bientôt publié un dictionnaire anti-philosophique, dans la préface duquel l'Église se félicite de l'exécution du chevalier de Labarre. Je cite : « Le Parlement de Paris condamna ce livre, parlant de celui de Voltaire, le dictionnaire, au feu par son arrêt du 17 mars 1765 comme une satire scandaleuse des mystères, de la morale et de la discipline du christianisme, comme un cours complet de matérialisme, comme un recueil de blasphèmes 1000 fois répétés par les impies et 1000 fois réfutés depuis 18 siècles. Ces illustres magistrats firent plus encore, en 1766, lors de l'exécution du chevalier de Labarre à Abbeville, ils ordonnèrent que cette production sacrilège serait brûlée sur le corps du jeune criminel qu'elle avait séduit. Quand en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que nul ne doit être inquiété pour ses origines, même religieuses, le pape rétorque, en 1791, « L'effet nécessaire de la Constitution décrétée par l'Assemblée est d'anéantir la religion catholique et avec elle l'obéissance due au roi. » Vous voyez, entre parenthèses, on note encore cette étroite relation entre l'Église et l'État. C'est dans cette vue qu'on établit comme un droit de l'homme en société cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore, écoutez bien, c'est le pape qui parle, qui écrit, qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer de manière, en matière de religion, tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée, de point droit
monstrueux. Donc nous ne commenterons pas cette allégation que la liberté de penser puisse être considérée comme un droit monstrueux en dit suffisamment long. Et considérant que la condamnation du chevalier de la Barre s'appuyait sur une interprétation abusive des textes de loi et sur la volonté des juges d'Abbeville et du Parlement de Paris de faire un exemple pour contrer l'influence jugée nuisible des philosophes, une nouvelle déclaration sur le blasphème datée du 30 juillet 1766, donc moins d'un mois après l'exécution du jeune homme. Il n'était donc, dans cette déclaration, il n'était plus prévu la peine de mort. Il faudra cependant attendre encore plus d'un quart de siècle pour que le chevalier de la Barre, ou plutôt sa mémoire, puisque le pauvre, lui, il n'était plus là, soit réhabilité par la Convention le 25 Brumaire de l'an 2, autrement dit le 15 novembre 1793. Et cinquième et dernier chapitre, les suites. Plus d'un siècle après cette réhabilitation, donc 131 ans après le crime, car tuer un homme, fût-ce légalement, pour ses idées, n'est pas autre chose qu'un crime, vous en conviendrez. Les francs-maçons du Grand Orient de France parviennent à obtenir qu'une statue du chevalier de la Barre soit érigée juste devant le Sacré-Cœur. Ce temple bâti à la glorification de l'absurde, comme le dit Zola, se soufflait au simple bon sens cet insolent besoin de triomphe. Cette basilique, on se souvient qu'elle a été érigée au sommet de Montmartre à l'instigation du cardinal Guibert, archevêque de Paris, au lendemain de la Commune de 1871, je cite, « en réparation, c'est-à-dire en pénitence pour les infidélités et les péchés commis, car pour eux, les malheurs de la France proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques. » Fin de citation. Et ce que je viens de vous citer là, ce sont des phrases qui sont extraites de la partie histoire du site même de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Mais cette statue, qui était l'œuvre du sculpteur Armand Bloch, qui a été installée en 1904 et non pas en 1897, comme il est malencontreusement indiqué dans la notice Wikipédia. Vous savez, vous faites glouglou, Wikipédia, et vous avez toutes les vérités et les contre-vérités possibles et imaginables. Cette statue n'y restera pas très longtemps, puisqu'elle est d'abord en 1926 déplacée de devant le Sacré-Cœur, où ça faisait quand même tâche, au square Nadar, tout près, bon, mais pas devant la basilique. Et puis définitivement déboulonnée en octobre 1941 sous Pétain, pour finir en fût de canon, comme beaucoup de monuments en bronze en France à cette époque. Donc là, vous voyez, juste situé sur la ligne du temps, mais vous l'aviez fait mentalement vous-même, 1793, 1904, 1926, 1941. Et puis là, plus de statue du chevalier de la Barre. Il va falloir attendre 2001 pour qu'une nouvelle statue représentant le chevalier de la Barre soit érigée au square Nadar de nouveau, œuvre du sculpteur Emmanuel Ball et du fondeur Michel Jacuchat. Voilà, 2001. Et donc, au vu de toute cette malheureuse histoire et des aventures que sa mémoire a dû subir, on peut comprendre facilement que la mort du pauvre chevalier de la Barre soit devenue emblématique pour toutes les personnes qui ont lutté et luttent encore en certains lieux pour que l'être humain dispose de la liberté de penser qu'on peut écrire soit à l'infinitif, ER, soit au substantif, EE. Alors, en fait, il y a un dernier chapitre. Il s'agit de citer mes sources, comme je fais chaque fois. Donc, outre de brefs résumés de l'affaire par Nicole Aurigny, vice-présidente de la Libre Pensée, qu'on voit en photo en haut avec un micro, Bruno Ricard, qu'on voit en dessous, directeur des Archives nationales,
et dans les numéros 5 et 6 des cahiers de la libre pensée basalpine, dont le rédacteur en chef n'est autre que notre ami Marc Pouillet, ici présent, l'instigateur de cette journée. Je me suis servi de l'excellent travail d'Elisabeth Claverie, qu'on voit ici à droite, professeure à l'Université Paris-Nanterre, directrice de recherche au CNRS, anthropologue qui s'est spécialisée dans l'anthropologie juridique et l'anthropologie judiciaire. Et son article s'intitule « La naissance d'une forme politique, l'affaire du chevalier de la barre ». Il a été publié dans un ouvrage collectif intitulé « Critique et affaires de blasphème à l'époque des Lumières » sous la direction de Philippe Roussin en 1998. Il est accessible sur le net via le site Academia. Et je vous remercie de votre attention.